Merci, Monsieur Romégas. La parole est maintenant Monsieur Krabal pour le groupe 2 RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames les présidents de commission, Madame la Ministre, avec mes collègues du groupe 2 RDP, nous nous félicitons de ce que la séance publique d'aujourd'hui donne lieu à débattre de la proposition que le groupe GDR a eu la bonne idée de nous soumettre, et même si nous sommes à 3 jours des élections européennes. En effet, le traité transatlantique et la question du mandat de la Commission européenne semblaient marquer du sceau du secret, et les négociations, comme cela a été dit, se sont déroulées dans l'opacité la plus totale. En tant qu'élu, je revendique le droit à la plus complète et à la plus transparente information sur les sujets qui engagent l'avenir de notre pays et l'avenir de nos concitoyens. Ainsi, Madame la Ministre, je salue votre proposition de réunir le 16 juin le comité stratégique de suivi et de venir débattre le 17 juin au sein de la Commission des affaires étrangères. Je suis de ceux qui pensent que tout débat de fond sur un choix de société devrait nécessairement aller plus loin et passer par la voie référendaire. Pourquoi devrions-nous avoir peur du peuple? C'est lui qui nous élit. C'est à lui que nous devons rendre des comptes, puisque nous avons le devoir de légiférer dans son intérêt. Madame la ministre, vous nous avez dit que notre économie pourrait avoir des choses à gagner dans les négociations. Vous avez énuméré des données qui nous interpellent, comme le fait que les marchés publics américains sont aujourd'hui fermés à 50% aux entreprises européennes, alors que nos marchés publics, eux, sont ouverts à quasiment 100%. Vous avez énuméré également une liste de biens qui faisaient l'objet d'une inégalité de traitement en ce qui concerne les droits de douane. Comme vous, je pense que l'harmonisation des échanges sur un principe d'équité et de réciprocité nous serait profitable. Mais comme le disait mon collègue Paul Giacobbi en commission, l'expérience prouve que dans nos échanges commerciaux, les États-Unis ont systématiquement fait preuve d'un manque de loyauté et d'un proxénétisme forcené. Ils sont de la plus grande exigence pour ce qui concerne l'ouverture des frontières de leurs partenaires et ne ménagent aucun effort pour maintenir les leurs hermétiques à nos exportations. Et ce n'est pas faire preuve d'anti-américanisme que de dire cela. En effet, Château-Thierry, la ville dont je suis maire, a été libérée par 2 fois par les Américains et possède une maison de l'amitié franco-américaine. Et dimanche prochain, nous célébrerons le mémorial. Mais je ne fais que décrire la réalité de nos relations commerciales. Elles sont déséquilibrées et asymétriques au profit de leurs acteurs économiques. Aussi, dans le cadre de ce traité, je ne comprends pas davantage pourquoi nous abandonnons l'idée de préférence communautaire alors qu'elle a son pendant aux États-Unis. Cette question doit être posée dans le débat politique que nous devons mener. Aujourd'hui, on nous fait de grandes promesses. La Commission européenne nous annonce des chiffres qui donnent le vertige. Pour l'Union européenne, des retombées en termes de marché seraient comprises entre 68 et 120 milliards d'euros, 545 € en moyenne par an et par foyer. Les échanges augmenteraient de 500 milliards d'euros pour les marchandises et de 280 milliards pour les services, tandis que les investissements bondiraient de plusieurs billions, en se gardant bien d'avancer le nombre de créations d'emplois, parce qu'on sait bien qu'il n'y en aura pas ou très peu. Alors, à l'examen des chiffres, ces chiffres n'ont aucun fondement. J'ai essayé de chercher s'il y avait de véritables études. Ce sont le fruit, pardonnez-moi de le dire, de spéculations. Nous devons regarder la réalité en face. Bien sûr, le libre-échange a contribué à l'accroissement des richesses produites dans le monde, mais il a contribué aussi aux inégalités. Aussi, à la lecture des textes, ces accords de libre-échange veulent également dire
accord de dérégulation, de libre dumping et de suppression, ça a été dit, rappelé, des protections collectives. Qui pourrait accepter ces accords en l'état qui visent en fait à abaisser ou à faire disparaître les normes environnementales, écologiques, alimentaires, sanitaires et sociales? Qui pourrait imaginer que l'Union européenne en imposera à un pays qui n'a pas signé le protocole de Kyoto contre le réchauffement climatique, qui n'a pas signé la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, qui n'a pas signé non plus la convention des Nations Unies pour la biodiversité, qui n'a pas signé enfin les conventions de l'Organisation internationale du travail? Qui pourrait prétendre que l'Union européenne et les États-Unis seront sur un même pied d'égalité quand, dans un grand nombre de domaines, comme celui des marchés publics, les accords n'engageraient que l'État fédéral et non les 50 États américains? Personne ne pourrait souscrire à un tel projet qui ne lèverait pas toutes ces ambiguïtés et qui ne mettrait pas tout à plat pour établir les bases nécessaires à un accord bénéfique parce que juste. Je suis élu d'un territoire rural et l'agriculture a déjà été engagée dans un débat tout à l'heure. Le sud de l'Aisne, avec une agriculture et une viticulture qui représentent un atout économique essentiel. L'agroéconomiste Jacques Berthelot a étudié les incidences qu'auraient ces mesures de libre-échange sur notre agriculture. Ainsi, des pans entiers de nos cultures et de nos élevages disparaîtraient, sans compter un phénomène, ça a été dit tout à l'heure, de concentration de grande ampleur au niveau des exploitations. La concurrence déloyale irait en s'accélérant, car les États-Unis mettraient à mal nos AOC tels que Champagne et autres. Voilà ce que dénonçaient les viticulteurs lors de leur dernière assemblée générale à Château-Thierry. Qu'en irait-il de notre viticulture et de notre agriculture s'il était décidé de libéraliser le commerce et les investissements dans de telles contributions? Et puis les combats que nous avons menés ici même concernant les OGM ou encore les gaz de schiste, qu'en deviendra-t-il? C'est pourquoi, s'il faut certes continuer de débattre et de négocier, et je sais très bien qu'à plusieurs niveaux, nous pourrions rejeter ce traité s'il ne nous convenait pas. Et j'espère qu'il pourra en être le cas ici au sein de ce Parlement. Mais à cette heure, je ne suis pas convaincu personnellement de la pertinence d'un tel projet, au vu de ses fondements théoriques. Si tous les pays du monde adoptaient d'abord les mêmes principes économiques, je crains qu'il n'entraînerait que du dumping salarial, fiscal et environnemental. Nous avons déjà payé. Oui, je sais bien, et on ne cesse de nous répéter, de nous affirmer que l'économie gouverne le monde, que les lois de la rentabilité du marché constituent une vérité absolue. Mais pourtant, portons un regard objectif sur les évolutions que le monde a connues depuis un demi-siècle, avec l'accélération du libre-échange et de la mondialisation. Il ne s'agit pas de nier l'évolution constante du PIB mondial, de l'augmentation en moyenne du pouvoir d'achat, et ce, malgré l'accroissement de la population mondiale. Nous étions 3 milliards il y a 50 ans, nous sommes 7 milliards aujourd'hui, et nous constatons que depuis cette période, la faim concerne toujours près d'1 milliard de personnes. Reconnaissons aussi que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. C'est le cas aux États-Unis comme en France où il y a de plus en plus de milliardaires. Alors, au-delà de cette réflexion peut-être un peu simpliste et du débat autour de ce traité, la question qui nous est posée, la question que je me pose personnellement, est de savoir si nous devons accélérer ce mouvement. Faut-il plus de business? Faut-il plus de mondialisation? Alors que ce sont en partie les causes de ce que nous trouvons dans une impasse avec ce chômage de masse en France comme en Europe. Alors, le débat que nous engageons, s'il a pour objectif de vouloir améliorer ce traité et de mieux prendre en compte l'intérêt de la France et de l'Europe, ne doit pas nous empêcher de nous poser les questions de fond. À quoi sert-il d'intensifier les échanges commerciaux? Pourquoi faire? Pour le plus grand profit, pour renforcer encore l'ultralibéralisme, les multinationales, leurs dirigeants et leurs actionnaires? Pour le plus grand profit des avocats d'affaires, des banques, pour toujours plus de consommation? C'est ce que nous voulons? Je ne crois pas. Certes, il ne s'agit pas de se replier sur soi-même ou de fermer les frontières, mais le libre-échange se doit d'être juste et équitable.
Et puis, il devrait privilégier le plus grand nombre et profiter à tous. Il ne peut se cantonner à la libre circulation des produits et des capitaux et empêcher celle des hommes. Il ne s'agit pas seulement de partir battu ou de vouloir gagner, comme je l'entends, mais il s'agit avant tout de savoir pourquoi ce traité et pour qui. Un tel traité n'a de sens que s'il est uniquement destiné à aller vers le progrès humain pour le plus grand nombre. En sommes-nous si sûrs? Au-delà de ces questions personnelles qui vont plus loin que le texte ne nous y invite, je pense que plus que jamais nécessaire de méditer cette morale de Jean de La Fontaine dans sa fable Le renard et le bouc. En toute chose, il faut considérer la fin.